fera une séquence de dédicaces donc à la fin de la conférence et on pourra éventuellement prolonger pour ceux qui le souhaitent la discussion. Ceux qui veulent continuer à suivre l'actualité de Gilles Jadid, à travers notamment Gilles Jadid Europe, vous pouvez aussi laisser vos coordonnées, la possibilité de laisser vos coordonnées mail, téléphone, ce que vous souhaitez, en tout cas le canal par lequel vous souhaitez être contacté. Démarrer, donc peut-être un peu pourquoi ce livre, pourquoi ce thème et ce qu'il y a autour avant d'engager la discussion avec l'assistance. Merci Zohair, merci à vous tous. C'est avec grand plaisir que je rencontre mes concitoyens au moins une fois par année ici pour discuter non pas des discours politiques ou électoraux, même si on est à la fin d'un processus électoral actuellement, mais au contraire pour aborder des questions très importantes qui nous concernent tous et qui auront des répercussions forcément sur nos propres enfants, sur l'avenir de notre pays et puis plus globalement sur l'avenir de toute cette région-là. Je tiens au début à m'excuser pour un peu le retard que j'ai pris puisqu'on était engagé pour faire une émission télévision et ça a pris un peu de retard. Vous connaissez un petit peu les aléas de ce genre d'activité. Mais j'espère qu'on aura suffisamment de temps pour répondre un peu aux questions par la suite et éventuellement essayer de convaincre, parce que bien entendu je ne viens pas avec une vérité écrite, une vérité absolue, mais simplement une approche, une tentative de réponse à des questionnements qui, j'imagine, interpellent chacun de nous, Algériens, ou même ceux qui s'intéressent à l'Algérie. Alors très rapidement, pour cadrer le thème en général, moi je n'ai pas abordé cette question en tant que spécialiste des sciences humaines, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, mais au moment où je m'étais engagé pour défendre un projet de société par le biais d'un parti politique, il est évident que je ne pouvais pas y aller un bandeau sur les yeux. Se proposer une action politique, proposer un programme politique, c'est une lourde responsabilité. Et on ne peut pas le faire juste comme ça, parce qu'on a envie de paraître, de parler, de voir des gens avec nous. C'est trop puéril et insuffisant. Donc vous imaginez bien qu'avant de me lancer en politique, je me suis donné le temps, et parce que j'en avais aussi le désir, j'avais l'envie de comprendre notre société et de savoir où étaient les blocages, où étaient les problèmes et comment expliquer un peu le comportement de l'Algérien en tant que membre d'une communauté. Pourquoi notre société avait tel ou tel penchant ou tel désir, pourquoi l'Algérien semblait avoir un certain nombre de caractéristiques qu'on abordera tout à l'heure et qu'on n'arrivait pas à saisir, à percevoir. Donc c'est chemin faisant, en partant toujours du réel, c'est-à-dire non pas à partir de théories de grands penseurs, de philosophes, de sociologues, qui en général ont travaillé essentiellement en Europe, sur les peuples d'Europe, qu'ils ont étudiés, compris, et il est très difficile de venir avec ces théories et les projeter sur la réalité algérienne. On voit d'ailleurs, je ne vous cache pas, à l'université algérienne, par exemple, très souvent, des universitaires, lorsqu'ils parlent de la société algérienne, on ne sait pas très bien s'ils parlent du vécu algérien ou d'un idéal ou de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et donc il y avait un décalage. Donc j'insiste sur ce point. Je ne suis pas spécialiste dans ces sciences humaines, mais je me veux très pragmatique et dans le sens politique, c'est-à-dire comment comprendre notre réel pour essayer d'apporter un changement qui soit acceptable et qui soit désiré et qui soit faisable. Pas simplement de grandes théories, parce que très vite, on sera tous d'accord.
On veut une Algérie libre, indépendante, développée, avec un état de droit, où il y a la justice sociale, la démocratie. Tous ces concepts-là, je ne crois pas qu'il existe maintenant une personne qui puisse remettre en cause, même si à un moment ou à un autre, des gens proposaient un autre projet, mais en fin de compte, tout revient à là. Donc voilà, si vous allez à Alger, vous y allez souvent, vous allez très souvent constater des, j'allais dire, comme des anomalies. Je pense que la majorité d'entre vous retournent au pays, et là où ils sont, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi les gens agissent comme ça, a priori. On va commencer les choses les plus bêtes. Vous marchez, vous êtes dans le taxi, et puis il y a devant vous une voiture, elle s'arrête au beau milieu de la rue, vous ne savez pas pourquoi le monsieur s'est arrêté, il prend son temps. Si vous lui dites vous gênez, il va réagir brutalement contre vous, il va vous dire ça ne vous plaît pas, parce que c'est vous le fautif, alors qu'il vient de manifestement vous déranger. En tout cas, il a empiété sur votre liberté. Parfois aussi, vous êtes dans votre appartement et puis vous entendez les gens à minuit ou à 1h du matin mettre de la musique ou crier, ou comme si qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils dérangeaient les autres, et on ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'ils sont tout simplement malpolis? Est-ce qu'ils sont méchants? Pourquoi ça se passe comme ça? Ensuite, vous avez peut-être tous vu dans la famille des tensions entre le mari, entre l'époux et l'épouse, et sur des questions qui semblent bizarres. C'est très simple, ailleurs ça se règle sans cri, mais chez nous, ça crée des tensions terribles. Et puis d'autres fois, il n'y a aucune tension sur une chose assez grave. On la laisse passer. Donc notre société vit un moment où tout est décalé. On ne donne pas l'importance qu'il faut ou qui nécessiterait par rapport à ses conséquences. Et simplement, sur le moment, on a l'impression que l'Algérien est très, réagit avec beaucoup d'affect, il prend des positions sentimentales, il y a beaucoup de passion, mais en même temps, parfois il compte au centime près. Donc, c'est juste cette approche-là pour vous faire prendre conscience que dans notre société, il y a des choses qui clochent, qui ne répondent pas à ce qu'on attend. Alors, pour avancer un petit peu, on va commencer à faire un certain nombre de définitions pour essayer d'aborder le sujet avec des clés. Il faut qu'on s'entende sur les mots. Souvent, on utilise par exemple le mot société, le mot culture, le mot État, le mot nation, mais on ne sait pas quelle est vraiment la différence et où c'est que ça s'interpénètre. C'est quoi est-ce que c'est des mots qui disent la même chose ou ne devraient pas dire la même chose? Alors, pour clarifier notre débat, on va revenir sur des définitions très simples et claires. La société, c'est l'ensemble des liens et des règles qui régulent ces liens entre les individus d'un groupe. Voilà, c'est comment s'établissent ces relations entre les membres d'une famille, avec les voisins, dans l'administration, dans notre lieu de travail, mais aussi avec le gouvernant, etc. Donc ce sont tous les rapports qui existent entre des individus, quelle que soit leur position, en classe sociale ou dans la classe professionnelle ou dans la famille, etc. On parle souvent de culture aussi. Alors, la culture, ce n'est pas des relations entre les gens, mais la culture, c'est notre perception et notre vision du monde qui nous entoure. Ce n'est plus les relations qu'on entretient entre nous, mais comment on s'explique le monde qui existe. Et donc, notre rapport à la nature, notre rapport à la spiritualité, puisque la spiritualité en général, ou les religions, dans notre cas l'islam, compte
énormément dans la structuration de notre rapport à ce qui est autour de nous, au monde qui nous entoure. Bien entendu, ensuite, ça va faire des interconnexions. On ne peut pas séparer complètement parce que l'esprit analytique a toujours besoin un peu de classer, de classifier, d'étiqueter les choses, mais il ne faut pas se laisser aller dans cette dynamique et ensuite tout séparer les unes des autres. Donc on a essayé maintenant de traiter chaque chose dans son contexte. Dans nos pérégrinations livresques, forcément on va rencontrer de temps à autre des explications et des clés pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est une société et qu'est-ce qui gère sa mentalité. Alors là, les spécialistes vous diront ce qui fait fonctionner un peuple, ce qui donne la différence, la couleur d'un peuple, qui explique que le peuple russe soit si particulier par rapport au peuple allemand, par rapport au peuple chinois, par rapport aux Algériens. Ce n'est pas les gènes, ce n'est pas le sang, ce n'est pas le patrimoine génétique, ce n'est pas une forme du cerveau différente, ce sont les valeurs anthropologiques, pour l'essentiel, qui créent cette particularité, ce caractère particulier d'un peuple. Et ces valeurs anthropologiques, c'est essentiellement, on va raccourcir, c'est notre rapport à la terre, c'est la paysannerie. La paysannerie de chaque peuple, à travers les siècles, a forgé une façon de se comporter avec son environnement. Ça, c'est extrêmement important par rapport à la terre. On va prendre un exemple tout simple. Vous avez des gens qui habitent, par exemple, le nord de l'Algérie, dans les zones montagneuses. La terre arable est rare. Parce que tout ça, ça s'est passé dans le passé. Hein. Il ne faut pas voir à travers les lunettes d'aujourd'hui. Il y avait une agriculture extensive, parce qu'on n'a pas les moyens de faire une agriculture intensive. Donc on fait très attention à ce que les morceaux de terre qu'on possède ne soient pas dilapidés, qu'on a un rapport à ça très différent que, par exemple, le nomade qui vit dans les zones stépiques ou désertiques a un tout autre rapport à la terre. Donc retenons une chose, le premier point, c'est que la constitution de la paysannerie, son rapport à la terre, qui est sous contrainte naturelle, l'économie de l'eau, de la terre, etc., est fondatrice, cette relation est fondatrice d'un certain nombre de valeurs anthropologiques. Deuxièmement, notre structure familiale. Là aussi, il y a des études, des anthropologues qui démontrent que la forme que prend une famille va influer très profondément sur une tendance presque idéologique du groupe. Là, pour ceux qui s'intéressent à cette question, vous avez un très grand démographe anthropologue ici, Emmanuel Todd, pour le citer, et vous pouvez lire un peu. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas une famille. C'est-à-dire souvent, quand on aborde la question, pour l'Algérien, il considère que la famille, c'est celle qu'il connaît. C'est ça, il n'y a pas d'autre famille, il n'y a pas d'autre structure. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs structures familiales qui vont induire un certain nombre de rapports, j'allais dire, aux idées et aux valeurs. Alors, pour la définir, la famille algérienne, c'est une famille communautaire et endogame. Donc, elle est égalitaire. Alors que on peut comparer, par exemple, en France, c'est plutôt la structure familiale individualiste, donc qui est centrée sur la vie de la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est le couple avec des enfants, jusqu'au moment où ils atteignent leur majorité, ils sont libérés. La famille communautaire, la famille se structure sur au moins 3 générations. Vous pouvez avoir le grand-père qui reste le patriarche, ses fils qui eux-mêmes ont des enfants et qui vivent sous le même toit.
ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans la famille nucléaire absolue des anglo-saxons, pas des anglo-saxons, en Angleterre, où au contraire la famille est très très réduite. La famille allemande est d'un autre type. C'est la famille souche qui est inégalitaire en son essence. Je vous dis ça, c'est pas pour décrire le type des structures familiales, mais pour faire prendre conscience que la différence de structure entre les familles entraîne des conséquences dans la mentalité du groupe. On reviendra après, je donnerai des exemples. Donc on a dit le rapport à la terre, la paysannerie, comment elle s'est structurée, la famille, comment elle est également structurée, et ensuite la dimension religieuse. Alors là aussi, l'islam ou le christianisme ou le judaïsme ou l'athéisme ou ce que vous voulez, mais la dimension spirituelle et surtout religieuse va influer très profondément sur la mentalité et sur les formes que prend un groupe. Donc voilà, on a posé en gros les sources qui vont construire la mentalité d'un peuple. Et comment ça se construit? C'est à travers les valeurs que véhiculent ces sources-là. Et les valeurs, c'est comme des éléments qui deviennent très vite inconscients, qui rentrent dans notre inconscient et qui vont manager notre comportement. On ne s'en aperçoit pas, mais c'est comme ça. Je vous donne juste un petit exemple pour que vous fassiez la comparaison. Par exemple, en Algérie, tout ce qui se rapporte à la femme a un lien très puissant avec le sens de l'honneur de l'homme. C'est pratiquement insupportable pour l'Algérien courant si, par exemple, on vient en public donner le prénom de sa mère ou de sa femme. Il y a tout de suite une gêne parce que inconsciemment on a enfui très profondément des valeurs et qu'on a protégé ces valeurs par des sentiments qu'on a construits dessus. Le sens de l'honneur n'est pas le même ailleurs. On ne le fixe pas, on ne le cristallise pas sur la même chose. Ailleurs, vous venez ici, c'est tout à fait naturel que même quelqu'un qui travaille avec une dame l'interpelle par son prénom, ça ne remue pas à grand-chose. Ce lien entre le sens de l'honneur, de la dignité, la raison d'exister est très important à comprendre parce que lorsqu'on touche à des valeurs anthropologiques qui constituent notre être, la réaction peut être extrêmement violente. Elle peut être très dure. Donc, tout ce qui relève de ces valeurs anthropologiques, il faut les aborder avec beaucoup de finesse, beaucoup d'attention. Donc là, je ne vais pas reprendre tout le livre parce que il nous faudrait plusieurs heures, mais ce que je peux vous dire dans le sillage de cette première explication, c'est que la structure maintenant de la société algérienne est faite de telle façon qu'elle s'était adaptée aux besoins de cette société à travers les siècles. Cette forme-là, par exemple en Algérie, c'est probablement au Xe, XIIe siècle qu'elle a commencé à être structurée de cette façon. Alors, c'est quoi cette structure de la société algérienne? D'abord, elle est fondée sur le fait que le groupe doit se protéger. Il y a peu de richesses, c'est des terres qui ne produisent pas beaucoup, qu'elles sont en montagne ou un peu en zone stépique, et donc ceux qui sont propriétaires de moyens des terres vont les protéger. On les protège d'abord en essayant d'empêcher que l'intrus, l'étranger, vienne dessus. Parce que si on commence par une façon ou une autre à partager ces terres, on va les perdre et on ne pourra pas faire survivre le groupe ou lui donner un minimum d'aisance financière. Donc très vite, on va contrôler très strictement
la reproduction. Parce que quelqu'un qui possède une terre et dont la fille voudrait se marier avec quelqu'un d'ailleurs, ça commence à lui poser problème. Parce que la fille, oui, va demander sa part au moment de la succession, et la part va aussi aller vers cet étranger-là qui va récupérer un bien familial. Donc petit à petit, la famille s'est organisée de façon endogame, c'est-à-dire on marie les cousins. Donc le patriarche qui est là, il a la première génération, ce sont ses fils, même ses filles. Leurs enfants, il veut bien les marier entre eux. Et ça, jusqu'à présent, vous avez jusqu'à près de 30% des mariages qui sont endogames, c'est-à-dire entre cousins-cousines, ce qui ne se passe pas dans la culture européenne, par exemple. On va donc faire très attention à comment perpétuer la famille, parce que sinon, on va perdre ses moyens. On va aussi avoir besoin de bras, comme il n'y avait pas de tracteur, il n'y a pas d'engrais. Si on veut nourrir le groupe correctement, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, des hommes, des individus qui travaillent. Or, ce sont un peu les hommes qui faisaient le travail de la terre, et donc, dès qu'on se marie, on a besoin d'un garçon. Ça, c'est très important dans la psychologie, et on va, quand une famille a la naissance d'un garçon, c'est le bonheur, parce que c'est celui qui va perpétuer le nom. Il apporte des bras et il va renforcer le groupe. Si c'est une fille qui naît, on fait la grimace, hein, parce que la fille va partir, ou alors elle va apporter des problèmes. On va l'élever pour qu'elle aille chez ses futurs beaux-parents, et on va maintenir en place un système le plus stable possible. Mais pour qu'il soit stable, comment convaincre les individus? Parce qu'à 16 ans, 18 ans, si la fille elle sort, elle peut rencontrer un voisin, elle peut s'en amouracher, lui aussi, et puis on va remettre en cause. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a systématiquement bouclé. Donc la fille est absolument contrôlée, donc on va lui interdire de sortir, on va l'enfermer, on va la faire vivre à l'intérieur. Quant au garçon, on le laisse à l'extérieur. Mais ça, c'est difficile de maintenir des structures pareilles par la raison. On ne peut pas raisonner les gens et leur dire, écoutez, vous êtes soumis au groupe, c'est le groupe qui décide, vous, votre vie ne compte pas. C'est compliqué. Et donc, il y a des moments, des accès de tentatives de rébellion, par les hommes, mais aussi par les femmes, d'une manière ou d'une autre. Et pour faire face à cette remise en cause, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'on va structurer des rapports humain à l'intérieur de la famille fondé sur un rapport de force et d'autorité. Et donc on va créer petit à petit un rapport dominant-dominé. C'est-à-dire que la raison ne fonctionne pas parce qu'il est évident que la structure est déséquilibrée. Donc pour tenir en place la structure, on va utiliser la force. Donc petit à petit, c'est ce rapport qui va devenir le plus important, dominant-dominé. Et là, vous voyez autour de vous. Prenez des exemples là où vous voulez, du plus haut jusqu'au plus bas. Lorsqu'un Algérien a en main le pouvoir, il est en position de dominant, il est très fort, il ne lâchera jamais, et il peut devenir impitoyable avec ses subordonnés. Et le même personnage, dès qu'il est dans une position de dominer, il va devenir un être vil, presque lâche. On le voit, je ne vais pas donner des noms ici, mais en politique, vous voyez certains qui parlent de façon d'une arrogance incroyable vis-à-vis des gens qui sont inférieurs à lui. Il les domine, inférieurs au sens social, pas au sens humain. Mais ce même personnage va devenir un comportement incroyablement soumis avec son chef. Ça vient du fait que très tôt, nos enfants, on les éduque à ça. Il faut respecter le plus âgé, il ne faut jamais remettre en cause ce que dit le père ou la mère d'ailleurs, même s'ils ont tort, il faut accepter. Et donc on a neutralisé très tôt chez l'enfant
sa capacité à aller réfléchir de lui-même pour juger une situation. D'ailleurs, c'est tellement vrai que le système de la société a petit à petit presque accommodé à l'ignorance. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait apprendre aux enfants quand on remonte un peu à quelques siècles, très récents, hein, même au 19e ou début du 20e siècle. On apprend aux enfants, par exemple, à lire le Coran et à l'apprendre par cœur. Mais au-delà, c'est compliqué. On ne recherche pas les gens qui ont une culture, qui ont un esprit critique. Très tôt, d'ailleurs, on conseille aux enfants, aux parents, pardon. Pour les enfants, ma tḥullouch al-ayn. C'est courant. N'ouvre pas l'œil à l'enfant, c'est-à-dire ne lui permet pas de comprendre ce qui se passe. Ça signifie que il faut limiter le savoir, parce que si vous mettez du savoir dans une société, elle n'accepte plus les rapports dissymétriques. Et après, on va demander aux enfants d'être conformes à ce qu'on attend d'eux et de répéter la même chose, le conformisme. C'est-à-dire qu'il faut éviter absolument la nouveauté. Et d'ailleurs, on dit que toute nouveauté est une errance, et l'errance est promise à l'enfer. Hein? Et ça, donc, en même temps, vous voyez que la religion va être systématiquement utilisée pour renforcer la structure de la société. Donc la religion n'est pas proposée comme un moyen de spiritualité pour que l'individu qui a envie de se rechercher, de rechercher le sens de son existence, d'emprunter une voie spirituelle parce qu'en l'homme il y a ce besoin. Non, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est qu'on utilise le sacré pour ceinturer et bloquer l'évolution de la société. Il ne faut pas qu'elle bouge. Donc lorsque le rapport de force devient insuffisant, lorsque le conditionnement de l'enfant à qui on apprend de ne rien remettre en cause est insuffisant, on va avoir recours au sacré pour dire que rien ne doit changer, parce que si on change, là on va mettre en colère le bon Dieu. Et donc avec ça, vous maintenez dans l'ignorance un peuple. D'ailleurs, vous le savez très bien et on le dit, depuis la Révolution, les intellectuels ne sont pas aimés en Algérie, on les refuse. Jusqu'à présent, le régime refuse d'entendre les universitaires, les experts. On les accuse de travailler toujours pour les autres. Il y a une anomalie là aussi. Et plus grave encore, l'universitaire lui-même, il se met au service d'un ignorant et il pense que c'est naturel. Il l'accepte. Ça fait partie du jeu. Moi, je sais écrire, lire, etc. Je suis technocrate, mais si l'ignare qui au-dessus de moi me donne instruction, moi, j'exécute son instruction. Donc, voyez comment, à partir, là on peut aller très loin, mais à partir de ces structures anthropologiques, on a commencé à façonner une mentalité. Le rapport de force qui fonctionne dans la société, chacun fait ce qu'il veut lorsqu'il a en main le pouvoir, mais dès qu'il est soumis, à ce moment-là, il n'existe plus. Il ne fait plus d'opposition à ce qu'on exige de lui. On est conformiste, on répète toujours au même, parce qu'on ne doit rien changer à la structure. Si on ramène quelque chose d'extérieur, ça nous trouble. On est renfermé sur nous-mêmes, parce qu'on a compris que dès qu'on sort de nos limites, on se met en situation de danger. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, chez nos peuples en général qui sont soumis à ce type de société, ils n'ont rien découvert dans le monde. Je ne remonte pas beaucoup de siècles avant, mais notre tendance globale est que dès qu'il y a une difficulté,
on revient à la famille, à la tribu, au doigt, et on commence à exclure l'autre. Et pire, on n'aime pas l'étranger qui vient mettre les pieds chez nous, et nous-mêmes on a des difficultés à aller chercher quelque chose d'autre. Alors que l'occidental, l'européen, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, lui, ce qui était extérieur à lui, ce qui était inconnu, c'était une possibilité de trouver un trésor. Il a envie d'aller ailleurs. Il a été chercher le Nouveau Monde. Il a été chercher l'Amérique. Il a colonisé le monde. Il a été chercher en Chine. Nous, on se renferme.